Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau webinaire organisé par Qualitéval. Donc, je suis aujourd'hui accompagné de Charlotte. On va faire les présentations. Voilà. N'hésitez pas pour commencer à vous présenter peut-être dans le chat le temps que les dernières personnes nous rejoignent. Voilà, vous pouvez indiquer aussi si le son et l'image sont corrects de votre côté ou si jamais il y a un problème, auquel cas on cherchera à le résoudre. Comme d'habitude, à la fin du webinaire, les participants recevront le support par mail. Donc, ce sera, je pense, envoyé demain. Et sinon, sachez que si vous êtes utilisateur du logiciel Qualitéval, vous retrouverez également la vidéo et le support directement accessible depuis le logiciel dans le centre d'aide. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ce webinaire avec Charlotte Bouget. Charlotte, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis je reprendrai la main. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Charlotte Bouget, je suis formatrice, consultante sur tous les sujets, on va dire, en lien avec la thématique très large de la qualité et de la gestion des risques. Je suis également formatrice à l'utilisation du logiciel Qualitéval et je prends de temps en temps aussi la casquette d'évaluatrice HAS et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Et donc moi, Antoine Maître, alors la plupart des clients me connaissent déjà, je suis responsable du développement du logiciel, souvent leur contact privilégié au sein de la société, et donc j'anime les différents webinaires autour du logiciel. Donc aujourd'hui, on va parler évaluation. Alors juste avant de lancer le sujet, quelques rappels. Donc comme je l'ai dit, vous avez un onglet de chat où vous pouvez vous présenter, vous pouvez indiquer si vous avez des problèmes. Concernant les questions, vous allez pouvoir poser vos questions tout au long du webinaire. Je vous invite à le faire plutôt dans l'onglet questions qui est dédié à ça. Ça nous permettra d'afficher les questions lorsqu'on y répondra à la fin, après la présentation. Donc, le webinaire va durer autour d'une heure avec à peu près 45-50 minutes de présentation et 10-15 minutes de questions à la fin du webinaire. Donc, on recueille vos questions tout au long de la présentation, je m'en charge et puis à la fin, on y répondra avec Charlotte dans cette deuxième partie. Ça vous permet aussi, si vous posez les questions dans l'onglet questions aux autres personnes, de pouvoir voter pour indiquer quelles sont les questions les plus prioritaires à répondre s'il y en a qui correspondent à plusieurs personnes. Voilà pour les détails techniques. J'espère que les différents participants nous auront rejoints. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va essayer de vous donner des outils pour préparer un rétro-planning et pour préparer votre évaluation. Charlotte, je te laisse la parole. Oui, donc comme vous le dit Antoine, effectivement, on va essayer de vous proposer une feuille de route en fait opérationnelle pour piloter votre démarche qualité. Et donc pour ça, on vous propose un petit sondage au départ pour commencer avec du coup 2 questions. Donc la première, c'est est-ce que vous avez déjà passé votre évaluation? Donc oui, ça y est, vous l'avez déjà faite ou non, pas encore. Ça va vous permettre effectivement, ça va nous permettre, nous, de pouvoir adapter un petit peu notre discours par rapport à ça. Et une fois que tout le monde aura rempli cette première question, il y en aura une deuxième qui sera finalement en quelle année soit vous avez eu votre évaluation, soit en quelle année vous allez l'avoir. Donc plus ou moins prochainement. Voilà, donc pour l'instant, réponse à la première question et j'ai publié la deuxième, je vous laisse y répondre. Pour la première question, on a une grande majorité de non, un peu plus de 80% des personnes qui sont connectées pour le moment n'ont pas encore passé leur évaluation et le reste a déjà passé. Et on va voir donc effectivement une majorité pour l'instant au niveau des dates d'évaluation sur 2026 et 2027. Donc effectivement, on est dans le bon tempo pour se préparer. C'est ça, exactement. Ça va nous permettre effectivement de pouvoir voir au niveau de ce rétro-planning, parce qu'on va essayer de vous proposer quelque chose de structuré et de pouvoir l'adapter par rapport effectivement à vos dates d'évaluation.
Parce que vous en êtes bien rendu compte, je pense, l'évaluation HAS, ça ne s'improvise pas et elle va du coup nécessiter une préparation méthodique, anticipée, pour aussi transformer cette obligation réglementaire, qui est cette évaluation externe, en véritable opportunité d'amélioration. Alors, par rapport à ça, un bref rappel un petit peu sur cette méthode d'évaluation, d'auto-évaluation. Le point de départ, en tout cas, de ce webinaire, ça va être l'idée essentielle que le rétro-planning, ce n'est pas un planning de plus. Ça se veut être un outil de pilotage stratégique qui va structurer votre démarche, qui va vous permettre d'anticiper toutes les échéances et du coup de sécuriser toute la trajectoire que vous allez avoir vers l'évaluation. Donc, par rapport à ça, donc pour tous ceux qui ont déjà eu leur évaluation, là-dessus, ça va être comme objectif, ce rétro-planning, de faire perdurer la démarche qualité une fois que l'évaluation a été passée. Et pour la grande majorité d'entre vous donc, qui n'ont pas encore eu leur évaluation, ça va être de voir comment vous allez pouvoir mobiliser l'ensemble des personnes pour faire effectivement de cette démarche du coup d'évaluation un vrai enjeu stratégique. Et donc, qui dit effectivement un rétro-planning et une démarche maîtrisée, dit également une démarche porteuse de sens. Et c'est tout l'objectif de la démarche qualité, c'est de pouvoir y trouver un sens pour que derrière, effectivement, ça soit une démarche qui perdure dans le quotidien et dans le futur. Alors, un petit rappel express, vraiment du cadre. On ne va pas rentrer dans l'exhaustivité par rapport à ça. On a déjà fait plusieurs webinaires dessus. En tout cas, juste pour vous rappeler, on a au maximum donc 157 critères, dont 18 critères impératifs. Et l'évaluation s'appuie donc sur ces 3 méthodes d'évaluation qui vont être l'accompagné traceur, le traceur ciblé et l'audit système. Et 9 thématiques sur lesquelles on reviendra un peu plus tard dans le webinaire. Ce cadre, il est exigeant, il est complexe. Pour tous ceux qui ont déjà ouvert le manuel qualité, vous avez vu effectivement que c'est un référentiel qui est lourd, mais du coup, il est surtout finalement structurant, à condition d'être anticipé. Donc, effectivement, pour ça, c'est vraiment l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de pouvoir essayer de rendre cette démarche d'un référentiel de 200 pages de quelque chose de beaucoup plus opérationnel et concret pour l'ensemble d'entre vous. Alors, rentrons maintenant effectivement dans le vif du sujet. On va parler auto-évaluation. Pourquoi ? Parce que l'auto-évaluation, c'est un réel outil de pilotage. L'auto-évaluation, vous le savez, ce n'est plus obligatoire comparé aux évaluations internes d'il y a quelques années. Donc, ça se veut être vraiment un outil, un entraînement stratégique au service de votre structure. L'auto-évaluation, elle va répondre à tout un tas d'objectifs, mais on a essayé de vous en sortir 3. Donc, tout d'abord, favoriser l'amélioration continue en identifiant des axes forts. Bien évidemment, on en reparlera, mais valoriser tout ce qui existe et aussi en identifiant les axes de progrès. Ensuite, ça va être aussi à une auto-évaluation, finalement, un entraînement à l'évaluation pour pouvoir comprendre la méthodologie, pour identifier les items sur lesquels vous allez être questionné et aussi pouvoir, au fur et à mesure, constituer des éléments de preuve pour pouvoir attester vos bonnes pratiques. Et cette auto-évaluation, c'est aussi le moment, le moyen de développer une culture qualité partagée en mobilisant finalement les équipes autour d'une vision commune qui va être la qualité et les bonnes pratiques professionnelles au quotidien. Et c'est là, finalement, que le rétro-planning va prendre tout son sens. Donc, pour commencer, par rapport à ce rétro-planning, on voulait vous faire d'abord une petite diapo sur les erreurs fréquentes, car sur le terrain,
on observe quand même plusieurs erreurs qu'on retrouve régulièrement. C'est déjà de démarrer trop tard et donc de se retrouver dans l'urgence. Le problème, effectivement, c'est que déjà, ça va être un stress pour tout le monde et il va y avoir une perte de sens pour les équipes parce que finalement, la démarche qualité en elle-même, sa définition, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc, effectivement, si on s'y prend déjà dès le départ trop tard, derrière, on va effectivement perdre le sens même de la qualité. Une deuxième erreur fréquente, c'est de tout vouloir faire en même temps sans prioriser. Le référentiel, il est volontairement très complet, très long. Et donc, par rapport à votre structure et vos avancements, tous les critères ne sont pas atteignables en même temps. Et ça, effectivement, il faut l'avoir en tête. Le troisième écueil important que l'on retrouve, hélas, trop souvent, c'est de ne mobiliser uniquement la gouvernance, c'est-à-dire, grosso modo, l'équipe d'encadrement. On y reviendra là-dessus, mais oublier les équipes terrain, c'est effectivement quelque chose qui, derrière, vous verrez, va être un petit peu complexe, sinon dans sa réalisation. Pourquoi? Parce qu'en évaluation, les évaluateurs vont passer environ un tiers de leur temps avec la gouvernance, un tiers de leur temps avec les professionnels et un tiers de leur temps avec les usagers. Donc, on se rend bien compte que uniquement mobiliser la gouvernance n'est pas une bonne stratégie. Les erreurs aussi seraient de confondre toute la production documentaire et la qualité réelle. Alors, nous avons beaucoup insisté, notamment en 2025, sur cette production documentaire et sur les éléments de preuve. Pourquoi? Parce qu'on a eu un renforcement à fin 2024 de la HAS sur ces thématiques-là. En 2026, la HAS assouplit un petit peu cette vision. Pourquoi? Alors, on a déjà changé de terme. On ne parle plus d'éléments de preuve depuis quelques jours, mais on parle d'éléments d'objectivation. Alors, ça peut vous sembler anecdotique, ce changement sémantique, mais finalement, c'est une vraie avancée par rapport à ça pour la HAS, parce que le système de cotation, finalement, a été également lui aussi revu et précisé surtout. Et ce système de cotation devient, ou peut-être même redevient, multifactoriel. La HAS nous rappelle que ce n'est que et les entretiens et les éléments d'objectivation et les observations qui vont permettre d'identifier votre organisation. Ce n'est pas uniquement un élément de preuve, donc un document, potentiellement une procédure, qui va nous permettre de savoir comment vous travaillez. Ça va être et la procédure, et ce que vous expliquez, et ce que l'évaluateur va voir sur le terrain. Donc, c'est vraiment un point nouveau en ce début d'année 2026, mais qui a un fort impact aussi dans le système de cotation, parce qu'effectivement, on remet finalement cet élément de preuve, cet élément d'objectivation à sa juste place. Oui, il est important, et ça, on n'insistera jamais assez pour le dire, il faut des éléments de preuve, mais si on n'a pas d'éléments de preuve et qu'il y a des bonnes pratiques, on va quand même pouvoir le valoriser. La dernière erreur fréquente qu'on retrouve, c'est de ne pas prévoir de temps pour le plan d'action. Réaliser une auto-évaluation, on va voir, il y a plein d'étapes, ça peut être assez long, mais tout le but d'une auto-évaluation, c'est de pouvoir valoriser ce qui est fait et d'identifier des axes de progrès. Donc, par rapport à ça, une fois que vous aurez fait ces étapes-là, identifier les axes de progrès, c'est bien, mais pouvoir corriger ces axes de progrès, c'est bien mieux. Et donc, le rétro-planning, c'est ce qui va nous permettre d'éviter ces écueils. Donc, au niveau de ces grandes étapes de rétro-planning, on va toutes les voir après de manière plus détaillée. Mais la première, effectivement, ça va être le cadrage de la démarche. La deuxième, ça sera le choix de la méthode d'auto-évaluation. Ensuite, on aura la réalisation concrète, réelle de cette auto-évaluation. L'analyse et la priorisation finalement des actions et des enjeux. La réalisation du plan d'action avec son suivi et ses ajustements.
Et enfin, effectivement, la préparation finale à l'évaluation pour la majorité d'entre vous, vu que vous n'avez pas encore eu votre évaluation. Donc, on va maintenant détailler chacune de ces étapes qui seront à adapter surtout au niveau du timing en fonction de vos contraintes calendaires. Si vous avez votre évaluation en juin 2026, en décembre 2026 ou en mars 2027, bien évidemment, vous allez avoir un temps de préparation et d'anticipation qui va être différent. Mais l'objectif, c'est de pouvoir effectivement respecter chacune de ces étapes. Donc, cette première étape qui est le cadrage de la démarche. Le cadrage, c'est une étape clé qui est à engager au plus tôt. Plus vous le ferez tôt, effectivement, plus les autres étapes après vont pouvoir être réalisées. Finalement, à cette étape de cadrage, ça permet de répondre à des questions simples, mais qui vont être structurantes. Qui pilote la démarche? Sur quel périmètre? Avec quels outils? Avec quelles ressources vous allez du coup pouvoir mobiliser pour réaliser tout ce rétro-planning, cette auto-évaluation et les étapes suivantes. Les bonnes pratiques, on ne peut que vous conseiller, c'est d'instaurer un copil qualité opérationnel représentatif, de pouvoir clarifier les rôles que les personnes auront dans ce copil qualité, de bloquer du temps dédié dans les agendas. La qualité, on se dit que derrière, il n'y a pas d'urgence et c'est des réunions qui peuvent souvent être reportées en disant on le fera plus tard, mais non, finalement, la qualité, c'est au quotidien. Donc là-dessus, on verra, on va voir, mais on va aussi vous proposer des choses. Et de communiquer sur cette démarche, effectivement, auprès de l'ensemble du personnel pour pouvoir, derrière, effectivement, avoir une démarche qui soit collective et porteuse de sens. Au niveau de ces copiles, comme je vous disais, la récurrence va être adaptée. On a trop souvent des copiles qualité qui se mettent en place quelques mois avant l'évaluation uniquement et qui s'effondrent du coup une fois l'évaluation terminée. La récurrence, elle est bien évidemment à adapter. Et avoir des réunions de qualité, de copiles qualité, chaque mois, voire même 2 fois par mois, les derniers mois avant l'évaluation, c'est une pratique courante. Par contre, la maintenir aussi, une fois l'évaluation terminée, sur une temporalité à identifier, mais potentiellement une fois par trimestre, c'est une bonne pratique pour garder la dynamique. Donc, une fois qu'on a effectivement cadré la démarche, donc identifié le copil qualité, on va effectivement avoir la deuxième étape qui va être de choisir sa méthode d'évaluation, d'auto-évaluation. Parce qu'il n'y a pas de méthode universelle d'auto-évaluation. Et cette bonne méthode, c'est celle qui est adaptée à votre organisation, à vos ressources, à votre culture d'établissement. L'essentiel de cette auto-évaluation, c'est qu'elle soit réaliste, comprise, partagée par l'ensemble des équipes. On a déjà, avec Antoine, réalisé un webinaire en octobre 2024 sur l'auto-évaluation et toutes les différentes propositions d'organisation d'une auto-évaluation. Donc, ce webinaire, vous pouvez le retrouver sur votre plateforme Qualitéval. Et le but d'aujourd'hui n'est pas de vous reproposer le même contenu, mais plutôt de prendre position par rapport à ce qu'on avait vu en octobre 2024 pour ceux qui pourraient déjà avoir été là à ce moment-là, mais là, de vous proposer une solution d'auto-évaluation. Alors, c'est celle qu'on va voir dès maintenant. Par rapport à cette méthode d'auto-évaluation, là-dessus, vous le savez, au niveau de l'évaluation, on a vu une contrainte réglementaire qui est assez complexe. L'auto-évaluation n'étant pas obligatoire, nous avons la possibilité d'adapter l'organisation que l'on va y mettre. Pour ça, l'approche par thématique est quand même souvent pertinente. Elle est d'ailleurs de plus en plus plébiscitée par les évaluateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne travaille pas par chapitre. On ne prend pas le référentiel avec une vision linéaire, page par page, mais plutôt thématique par thématique. Essentiellement pour le chapitre 2 et le chapitre 3, les professionnels et la gouvernance. Ça va permettre à une vision
transversale va pouvoir aussi limiter les redondances sur certaines questions et va aussi favoriser l'appropriation de ce process dans sa globalité. Un exemple efficace en fonction effectivement de la date de votre évaluation, nous on a fait un rétro-planning pour 2026, donc on vous conseille, comme il y a 9 thématiques, de travailler une thématique par mois. Si vous avez votre évaluation plus proche, il faudra prendre un petit peu moins de temps par thématique. Si vous avez un peu plus de temps avec une évaluation en 2027, ça va vous permettre de pouvoir prendre plus de temps par thématique, identifier du coup en profondeur tous les contours de cette thématique, identifier les pratiques actuelles, réaliser des audits de pratique, des audits de dossiers, questionner les usagers sur ces thématiques-là. Plus vous allez vous y prendre tôt, finalement, plus vous verrez le process dans sa globalité. Donc, si vous avez votre évaluation en 2027, ce n'est pas non plus de se reposer sur cette date-là, mais de se dire, on va être proactif dès maintenant. Et si vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est que je pense cette envie aussi qui vous a donné envie de nous suivre. Par rapport à ces thématiques, après, à vous de voir aussi au niveau de l'ordre, à quel moment, si on dit une thématique par mois, à vous de choisir quelle thématique vous allez vouloir aborder. On vous conseille fortement de commencer par les thématiques où il y a des critères impératifs, notamment donc la thématique sur les droits de la personne accompagnée, la thématique de l'accompagnement à la santé pour les structures médico-sociales et la thématique sur la démarche qualité et gestion des risques. Pourquoi on vous conseille de commencer par les critères impératifs? Parce que c'est là-dessus, vous le savez, que vos autorités de contrôle et de tarification vont être notamment regardantes. C'est des choses qui sont intégrées aussi sur Caliscope, donc le support pour pouvoir voir vos résultats de manière globale pour l'ensemble de la population. Et c'est surtout aussi pour vous, si dans ces axes, dans ces thématiques en critères impératifs, vous avez des axes de progrès, ça va vous laisser plus de temps pour les corriger. Donc, on a vu effectivement qu'il y avait des possibilités donc, de réaliser son auto-évaluation par thématique. Comme je vous dis, rien ne vous est imposé, mais là, nous, on a décidé effectivement de vous proposer une de ces méthodes. Là-dessus, une fois qu'on a décidé ça, il va falloir maintenant identifier qui va participer à cette démarche d'auto-évaluation. Par rapport à ça, c'est pareil, il y a tout un tas de possibilités. Nous, on vous conseille de le faire par groupe de travail. Ça va permettre une expertise ciblée et une certaine rapidité quand même dans sa réalisation. En revanche, il va falloir avoir une vigilance particulière sur la transversalité et la représentativité du terrain dans ces groupes de travail. Par exemple, si vous êtes un EHPAD avec plusieurs modalités d'accompagnement, un secteur ouvert, un secteur protégé, un PASA, il faudra effectivement du coup penser à cette représentativité parce que l'accompagnement, les pratiques sont différentes. Et donc, si vous ne voyez pas une modalité, c'est une chance pour vous de moins en auto-évaluation de ne pas voir des écarts qu'il y aurait peut-être. Et c'est également, surtout aussi, une chance en moins de valoriser tout le travail effectué dans cette modalité d'accompagnement. Donc pour ça, sur le tableau de droite, vous voyez des exemples. Un exemple donc vraiment qui est donné à titre indicatif pour chacune des thématiques d'identifier quels sont les professionnels qui auraient effectivement tout leur rôle et tout leur intérêt à travailler dans ces groupes de travail. Donc, par rapport à ça, l'idée, c'est de pouvoir effectivement avoir une liste de personnel représentatif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être 15 à chaque groupe de travail non plus, mais ça veut dire qu'avec les personnes que nous avons, 5, 6 personnes, parfois que 2 ou 3 dans les petites structures, on va quand même avoir une représentativité du travail effectué. Donc là encore, votre enjeu, ça va être d'adapter la méthode à votre réalité et à votre structure.
Maintenant qu'on a donc identifié quand, on a identifié qui, maintenant on va identifier comment. Donc, cette auto-évaluation, elle peut être menée avec différents outils. Le logiciel Qualitéval va permettre notamment de faire le lien entre l'auto-évaluation, le plan d'action, la gestion documentaire, toute la traçabilité, etc. Mais finalement, l'outil n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce qu'on a le logiciel Qualitéval que l'on va réussir son auto-évaluation, mais par contre, c'est un outil facilitateur. Pour ceux qui n'ont pas Qualitéval, vous pouvez quand même faire vos auto-évaluations, soit sur du Excel, soit sur du Sinae. Vous n'aurez juste pas d'interopérabilité, mais c'est des outils effectivement qui existent aussi. Ce qui est intéressant chez Qualitéval, et c'est ce que je vais vous montrer en direct, voilà, en passant du coup sur la plateforme de Qualitéval, vous allez voir là en direct du coup un exemple pour un des critères, parce que il nous semblait intéressant de vous le montrer, parce que chez Qualitéval, on vous propose des questions évaluatives, donc que vous allez pouvoir voir sur votre droite. On va y revenir. On vous propose des conseils et on vous propose des exemples des éléments de preuve. Donc, par rapport à ça, effectivement, ça se veut être un outil pour vous faciliter la lecture du référentiel. Donc là, pour l'exemple, on est sur le critère 3.1.1. La structure définit sa stratégie en matière de bientraitance et en partage une définition commune avec l'ensemble des acteurs. On va voir qu'on va avoir deux entretiens, un avec la gouvernance, un avec le CVS quand on est structure avec obligation de CVS. 3 finalement questions qui vont être posées à la gouvernance et une qui sera posée aux membres du CVS. La difficulté pour ça, vous en êtes déjà rendu compte quand vous avez ouvert votre manuel, c'est qu'il n'y a pas de questions évaluatives. Donc, par rapport à ça, vous les voyez sur la droite, on a intégré les questions évaluatives. Ce ne sont que des exemples, mais ça vous permet, au moins avec ces exemples, de voir un petit peu où est-ce que la HAS et les évaluateurs veulent que vous alliez. On va aussi avoir des conseils en dessous pour les éléments de preuve, des conseils pour l'évaluation. On est là sur la thématique de la bientraitance. Ça permet de rappeler qu'on a une recommandation de bonne pratique qui est sortie en octobre 2024 sur la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance. Donc, on vous rappelle tout ça ici. Et après, à ce niveau-là, on va pouvoir voir des éléments de preuve. C'est pareil au niveau de ces éléments de preuve, ce ne sont que des exemples, mais ce sont des choses que l'on voit dans les structures. Donc, on vous en a rajouté tout un tas. Mais après, vous allez de toute façon pouvoir, avec un petit onglet plus, rajouter les vôtres. Parce que la HAS, vous l'avez peut-être vu, elle vous propose quelques listes d'éléments de preuve. Mais là-dessus, vous allez bien évidemment pouvoir le compléter. Donc, c'est pour ça, effectivement, que nous, on vous a proposé des choses complémentaires par rapport à tout ça. Et je reviens sur, effectivement, le diapo. Donc là-dessus, voilà, pour vous montrer très rapidement, voilà, sur Qualitéval, pour donc tous les utilisateurs de Qualitéval, pourquoi c'était intéressant de le faire là-dessus. Il y a effectivement aussi, je ne vous ai pas montré, mais toute la partie interopérabilité, du coup, avec le plan d'action, qu'on verra plus tard, qui a aussi tout son intérêt. Donc, maintenant qu'on a vu donc, comment on allait s'organiser, qui allait y participer et sur quel support on allait faire cette auto-évaluation, maintenant, on va réaliser cette auto-évaluation. Donc, c'est tout ce qu'on a dit jusqu'avant. C'est une petite diapo presque récapitulative. On vous conseille, voilà, si on a une année pour le faire, on fait une thématique par mois. Il va être effectivement important et intéressant, quand on a le temps de le faire, de mobiliser les équipes progressivement, de travailler sur les pratiques réelles et de constituer petit à petit tous ces éléments d'objectivation que demande effectivement la HAS. Ce qui est important de rappeler, à mon sens, à ce moment-là aussi, c'est qu'on ne cherche pas la perfection, mais l'amélioration continue. Il y aura forcément
des items sur lesquels vous ne serez pas dans l'excellence, dans la perfection. C'est normal, hein, c'est tout l'objectif de la démarche qualité, c'est de sans cesse se re-questionner sur nos pratiques. Donc, par rapport à ça, hein, on bannit définitivement la phrase « parce qu'on a toujours fait comme ça ». On cherche à comprendre comment on fait et pourquoi on le fait de cette manière-là. Voilà, c'est vraiment tout l'intérêt. Une fois effectivement qu'on a fait donc toute cette étape-là, la grosse étape qui va nous rester, hein, on a déjà réalisé l'auto-évaluation qui est une grosse partie, mais il va y avoir tout ce qui va arriver après. Pourquoi? Parce que l'auto-évaluation, finalement, c'est qu'une seule étape de la route Deming. Alors, la route Deming, vous la connaissez sûrement, on en parle à chaque webinaire à minima. C'est cette fameuse roue PDCA, planification, déploiement, contrôle et ajustement. L'auto-évaluation est un contrôle. Pour avoir une démarche qualité qui vit, il faut également les 3 autres étapes. Et le plan d'action va être notamment une de ces étapes hyper importantes parce qu'il va être en lien direct avec votre rétro-planning. Et par rapport à ça, finalement, quelques petits conseils aussi, c'est qu'à notre sens, il vaut mieux peu d'actions, mais des actions ciblées. Donc, on vous dit effectivement, par exemple, il vaut mieux privilégier 10 actions stratégiques plutôt que 30 actions dispersées qui n'aboutiront jamais. Par rapport à ça, au niveau du plan d'action, on ne vous le rappellera jamais assez, hein, un plan d'action, il faut identifier pas uniquement l'action, mais tout un tas d'autres éléments pour que cette action vive. Ce qui est important, notamment, c'est d'avoir un ou plusieurs pilotes clairement identifiés. Qui pilote l'action? Quand est-ce que ce pilote doit faire l'action? Donc, avoir des dates d'échéance. Et au niveau de ces dates d'échéance, c'est également avoir des dates d'échéance réalistes pour effectivement ne pas avoir trop d'actions en même temps, mais en même temps avoir des actions ciblées qui sont réalisables jusqu'à l'évaluation, voire après aussi. Vous êtes dans une démarche d'amélioration continue. Donc, le jour où vous serez en évaluation, vous n'aurez pas réalisé encore toutes les actions. Et c'est normal. Et c'est aussi toute cette dynamique d'amélioration continue que les évaluateurs recherchent en évaluation. Donc, c'est finalement vraiment ce plan d'action qui va sécuriser toute votre trajectoire jusqu'à l'évaluation. Et là-dessus, c'est pour ça aussi que le logiciel à qualité val va faciliter le travail parce que vous avez un lien direct entre votre auto-évaluation et le plan d'action. Ça permet finalement de ne pas rester qu'à la phase de constat. Voilà ce qui va moins bien, mais d'être proactif sur les axes de progrès. Par rapport à ça, au niveau du plan d'action, c'est pareil. Alors, tout dépend des structures, de votre avancée sur la démarche qualité. Mais ce qui est important à entendre, c'est que tous les écarts, tous ces axes de progrès ne se valent pas. La priorité doit être donnée aux critères impératifs. Pourquoi? Alors, parce que c'est effectivement un des critères que la HAS a appelé impératif. Rien que dans le terme, on a bien compris qu'il y avait une notion d'importance qui était donnée. Parce que derrière, effectivement, si on ne valide pas ces critères impératifs, c'est finalement dans cette optique-là, dans cette inquiétude-là, que ça pourrait compromettre la sécurité des personnes. De la même manière, même si on n'est pas sur des critères impératifs, tous les critères qui auraient vraiment des enjeux auprès des usagers ou des risques majeurs, il va falloir les prioriser. Donc, l'objectif n'est pas forcément de tout corriger, mais de corriger ce qui compte finalement réellement, ce qui a le plus d'importance. C'est aussi pour ça que dans les plans d'action et sur Qualité Val aussi, on vous met des niveaux de priorité. La priorité faible, moyenne et haute par rapport à vos objectifs. Parce que là-dessus, il y a des choses effectivement sur lesquelles, en fonction de la date de votre évaluation, sur laquelle vous ne serez pas en capacité de travailler dessus, mais vous aurez priorisé vos actions.
Et ça, c'est le plus important. Ensuite, on a identifié le plan d'action, on a identifié les actions prioritaires. Là-dessus, maintenant, l'étape bien évidemment la plus importante, ça va être de s'assurer de ce suivi du plan d'action. Donc, il va falloir faire des suivis réguliers. Alors, quand on est proche d'une évaluation, comme je vous disais en tout début, en introduction, on peut faire des points d'étape bimensuels, mensuels. Après, on va espacer, après les évaluations, un petit peu ces points d'étape, mais il faut quand même toujours en réaliser. Ce qui est important aussi, c'est de se dire que vos plans d'action ne sont pas figés. Si vous avez fait votre évaluation l'année dernière, par exemple, ça ne veut pas dire que les actions que vous avez décidées suite à cette auto-évaluation sont gravées. Ça veut dire que ces actions, elles peuvent tout à fait encore être adaptées en 2026. Elles peuvent être complétées, elles peuvent être ajustées, voire certaines actions peuvent même être annulées. Là-dessus, il n'y a pas de problématique par rapport à ça, parce que votre plan d'action, il doit refléter effectivement votre structure. Et votre structure, elle est en perpétuel mouvement. Donc, votre plan d'action, il peut, lui aussi, tout à fait, bien évidemment, être en perpétuel mouvement. L'objectif, du coup, de ce plan d'action, c'est de pouvoir valoriser les avancées, donc tous les axes forts que vous avez et tous les axes, effectivement, sur lesquels vous êtes en train de travailler, sur lesquels vous avez résolu des difficultés, des problématiques. D'anticiper également, du coup, la constitution de ces éléments d'objectivation, parce que ces éléments d'objectivation et sa constitution, c'est un travail qui est long et qui est souvent retardé par les structures à la toute fin. Sauf que si vous identifiez vos éléments d'objectivation dès les groupes de travail, vous allez pouvoir les intégrer immédiatement sur le logiciel. Ça vous permet une cohérence. Ça vous permet aussi d'avoir un stress en moins les derniers jours avant l'évaluation. Pour ça, l'objectif aussi, c'est si on fait une thématique par mois, c'est de pouvoir identifier les actions une fois qu'on est à la fin de notre mois de la thématique. Et c'est de ne pas attendre les 9 mois avant de réfléchir dessus. C'est tout l'intérêt de travailler par thématique. C'est une fois qu'on a terminé la thématique, on a notre vision globale de comment on fonctionne sujet dans la structure. Et c'est de pouvoir se dire, par rapport à ça, il y a des axes de progrès et on va commencer à travailler dessus. C'est pour ça que dans les périodes recommandées, on est sur des choses qui sont assez larges, de commencer à finalement un mois, entre 6 mois et 1 mois avant l'évaluation. Tout dépend effectivement de la thématique. Mais si vous travaillez en mars sur la thématique de la qualité, par exemple, en fin mars, il faut avoir identifié le plan d'action pour pouvoir commencer à travailler dessus. Pour mobiliser effectivement du coup les équipes, il faut donner du sens à la démarche. Expliquer, en plus que l'évaluation est une obligation réglementaire, c'est surtout une opportunité d'amélioration collective sur effectivement votre fonctionnement. Donc, ça va permettre effectivement de pouvoir associer les professionnels au bon moment pour valoriser tout ce qu'ils font de bien au quotidien et du coup de pouvoir en même temps aussi créer de la reconnaissance. C'est un facteur clé de la réussite et c'est ce qui va aussi permettre aux professionnels de garder toute leur motivation. Et là-dessus, concrètement, quand on réalise ce travail-là, les professionnels et vous tous au quotidien, finalement, vous allez y trouver un sens. L'objectif, c'est que ce sens, il puisse rester après, au fil des mois, au fil des années. Et donc, on va dire pour pré-conclure, parce qu'après, on aura un petit temps de questions-réponses avant de passer à la vraie conclusion. Mais pour pré-conclure, on a 4 messages, on va dire, essentiels à retenir. C'est que anticiper, c'est ce qui va vous faire gagner en sérénité. Une auto-évaluation qui est réalisée dans l'urgence est finalement contradictoire avec le principe même de la démarche qui est qualité,
qui est le principe d'amélioration continue. Donc, vraiment, de pouvoir anticiper le plus tôt possible va permettre effectivement après de mettre une démarche porteuse de sens à la qualité. L'auto-évaluation, c'est vraiment un outil de pilotage stratégique. On a dit l'objectif de l'évaluation, outre que l'évaluation soit réglementaire, c'est de renforcer aussi les bonnes pratiques pour le bénéfice des personnes accompagnées. Tout l'objectif de ce référentiel, c'est de s'assurer effectivement des bonnes pratiques qui correspondent aux attentes, aux besoins des usagers. Et donc, le rétro-planning va permettre de structurer, sécuriser cette démarche et de vous permettre de suivre le cap que vous vous êtes fixé. Et c'est ça qui est important et qui est intéressant, c'est que vous allez tous là, autour de cette caméra, travailler à des moments différents, avec des objectifs différents, mais vous allez tous œuvrer pour cette démarche qualité. Et là-dessus, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise démarche qualité. Il y a des démarches qualité qui correspondent à votre fonctionnement et à vos besoins. Et surtout, je pense vraiment qu'il vaut mieux avancer imparfaitement que de rester bloqué dans l'attente de la perfection. Et je vais du coup conclure maintenant pour voir effectivement si vous avez des questions. N'hésitez pas dans l'onglet questions à en poser aussi si ce n'est pas déjà fait pour qu'on puisse aborder un petit peu tout ça ensemble et après on passera à la réelle conclusion juste après. Parfait. Écoute, je te remercie pour cette présentation. Charlotte, effectivement, pour l'instant, on a 2 questions. Donc, j'invite tous les autres participants, s'ils ont des questions complémentaires, à les poser. On va commencer à répondre à ces 2 premières questions. Alors, la première, je te propose donc, la question, c'est l'auto-évaluation doit durer combien de temps au maximum? Est-ce qu'il y a un délai? On parle plus peut-être d'un délai minimum que d'un délai maximum. Alors, le maximum, ça serait les 5 ans entre deux périodes d'évaluation. Alors, là-dessus, effectivement, comme au niveau de l'auto-évaluation, il n'y a pas de référence réglementaire, c'est vraiment à vous de trouver votre meilleure pratique. Concrètement, on avait l'habitude par le passé de faire une évaluation interne à mi-parcours entre 2 évaluations externes. Donc, c'est quelque chose qui est resté quand même dans les mœurs et on se dit qu'on va réaliser une auto-évaluation en cours de route. Ça peut être une bonne pratique. C'est toujours mieux que rien par rapport à ça. Mais voilà, à mon sens, une auto-évaluation, alors pour être une auto-évaluation flash, ça pourrait tout à fait être possible. Donc, dans le minimum, et après, je réponds à votre maximum. Mais au minimum, on pourrait tout à fait, dans vos structures, se mettre à la place d'une évaluation et du coup, prendre le rythme cadencé d'une évaluation et le faire dans le même timing. Ça, c'est des choses qui sont complexes à tenir quand vous êtes du coup autonome dans cette démarche, dans votre structure. C'est des choses qu'on voit plutôt lorsque les structures se font accompagner par des consultants pour réaliser les auto-évaluations. Mais quand vous êtes effectivement en interne, c'est souvent des choses qui durent plus longtemps. Concrètement, il n'y a pas de maximum non plus à avoir. C'est-à-dire que si effectivement vous faites une auto-évaluation qui dure 5 ans, pourquoi pas? Moi, j'ai l'impression qu'on y perd du sens. Pourquoi? Parce que si vous travaillez sur une thématique en janvier 2026 et que votre auto-évaluation, vous la clôturez en décembre, par exemple, 2028, quand vous aurez clôturé votre auto-évaluation en décembre 2028, tout ce que vous avez écrit sur la démarche qualité en janvier 2026 ne sera peut-être plus le cas à ce jour. Donc là-dessus, moi, je conseille d'avoir une auto-évaluation qui dure au maximum 1 an. Et au bout d'1 an, de pouvoir la clôturer pour après travailler sur le plan d'action. Parce que l'objectif, ce n'est pas l'auto-évaluation, c'est le plan d'action qui en découle. Donc, à mon sens, il ne faut pas non plus vouloir passer trop de temps sur cette auto-évaluation, mais surtout vraiment d'en faire quelque chose. Donc, je n'ai pas de réponse type à vous donner, mais j'espère quand même vous avoir un peu éclairé. Si, au final, tu nous dis qu'il ne faut pas dépasser 1 an, donc on a notre maximum.
Voilà, ça répond à la question. Mais si vous Euh, dépassez à 1 mois près, c'est pas grave non plus, hein. oui, oui, on a bien compris que le cadre n'était pas strict pour l'auto-évaluation. Il est beaucoup plus contraint pour l'évaluation et la visite en elle-même. Et là, il y a des textes de loi très précis qui encadrent tout ça. Allez, question suivante. Peut-on avoir une sélection automatique par thématique dans Qualiteva? Alors, je vais peut-être répondre à celle-ci, elle me semble plus portée sur le côté technique. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que le logiciel propose. On fait son évaluation dans le logiciel par critères. On va balayer les critères. Après, bien évidemment, les thématiques sont inscrites dans le référentiel, dans les fiches des critères. Donc, on peut tout à fait, en utilisant le logiciel, passer sur les thématiques qu'on a définies. Il n'y a pas de blocage. Après, effectivement, on ne peut pas avoir une présélection, on va dire, se dire ou demander au logiciel, tiens, je voudrais travailler en fonction des thématiques, propose-moi le référentiel sous forme de thématique. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, on peut y réfléchir, ça pourrait être une évolution à l'avenir. Je vous remercie de votre question, Monsieur Kelly. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est intégré en soi comme une fonctionnalité, mais par contre, vous avez les outils pour le faire puisque les thématiques sont clairement renseignées dans le référentiel. Je ne sais Je pas peux si peut-être tu veux. vous montrer rapidement, si on a un peu de temps. Antoine, je peux montrer vite? Oui, oui, vas-y. Oui, alors pour vous montrer par rapport à ça, effectivement, quand on est voilà, sur, hop, si je ferme tout, si on est là sur l'auto-évaluation, on les voit bien par chapitre parce qu'effectivement, hein, c'est le référentiel HAS. Là-dessus, voilà, pour travailler par thématique, concrètement, je vous l'ai dit peut-être rapidement, mais ça me permet d'insister, le travail par thématique, c'est vraiment pour le chapitre 2 et pour le chapitre 3, là où ça va prendre tout son sens. Et si on clique sur le chapitre 2, vous les voyez ici, les thématiques. Et par rapport aux thématiques, si vous voulez travailler sur la thématique de la bienté trans, c'est la première thématique dans le chapitre 2. Et si on ouvre le chapitre 3, c'est également la première thématique dans le chapitre 3. Tout est en l'ordre aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques petits clics voilà, à faire, mais en tout cas, on n'a pas besoin de passer tout le référentiel pour savoir est-ce qu'on est dans les bons sujets ou pas. Voilà, juste en complément. Pour ce complément d'information. Alors, on va poursuivre une autre question de Monsieur Kelly. Donc, où il nous indique que le problème dans les grandes structures, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels et qui ne sont pas tous au même niveau d'information et de connaissances sur la démarche qualité. Mais par contre, ce sont eux qui s'occupent des accompagnés traceurs. Est-ce que tu as des informations en lien avec cette remarque? Oui, alors effectivement, là-dessus, c'est vrai que voilà, on prend, et souvent, hein, on prend le parti de faire des groupes de travail pour la réalisation de ces auto-évaluations et sensibilisation. Si on commence effectivement à faire l'auto-évaluation et à identifier les groupes de travail début 2026 et que votre évaluation est potentiellement fin 2027, ben, peut-être que ça ne sera pas exactement les mêmes personnes qui ont travaillé dans les groupes de travail en 2026 qu'en 2027. Donc là-dessus, effectivement, je comprends tout à fait, hein, ça fait partie des difficultés, mais d'associer l'ensemble des professionnels sur chacune des thématiques, ça paraît être quelque chose de très complexe à mettre en œuvre, surtout quand on est voilà, sur des grosses structures. Par contre, là-dessus, ce que vous dites est quand même intéressant, c'est qu'au niveau de ces groupes de travail, c'est quand même de pouvoir identifier les personnes qui sont concernées plus particulièrement par cette thématique, mais aussi et surtout les personnes qui sont sensibles et qui ont envie de s'engager dans cette thématique. Et donc là, c'est des personnes qui vont effectivement pouvoir, après, lors de l'évaluation, hein, répondre dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3. Les accompagnés traceurs, c'est le chapitre 1. Ce n'est pas exactement la même réflexion à avoir. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3, avec les professionnels terrain, on va les questionner sur leur pratique professionnelle dans leur globalité. Comment, effectivement, vous respectez l'intimité des personnes, par exemple. Alors que dans le chapitre 1, on va être sur des questions beaucoup plus précises parce qu'on va parler d'une personne. On a Madame X et on va vouloir la questionner sur comment vous faites concrètement pour respecter l'intimité de Madame X. Donc là-dessus, sur ce chapitre 1, il y a moins de préparation que dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3.
Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas, mais ça veut dire qu'on va être vraiment là sur l'accompagnement concret de la personne. Donc, dans les personnes que vous allez choisir, entre guillemets, les professionnels que vous allez choisir pour les accompagner traceurs, c'est des professionnels qui connaissent très bien la personne qui est rencontrée et des personnes qui connaissent très bien aussi votre logiciel à usager, parce que les éléments de preuve, les éléments d'objectivation, ça va être les éléments qui seront dans le dossier de la personne pour 95% des cas. Donc, on n'est pas vraiment, effectivement, derrière sur les mêmes réflexions à avoir. Très bien, je te remercie. Alors, on va prolonger peut-être cette question avec une autre question qui porte aussi sur la partie accompagné traceur. Ou là, plutôt une question méthodologie. Alors, tu as peut-être un petit peu effleuré déjà avec ta réponse. Là, on demande en fait quelle est la bonne méthode à utiliser, quels sont les professionnels à solliciter pour pas qu'il y ait de biais peut-être dans les réponses et pour interroger correctement les personnes accompagnées. Alors, pour les accompagnés traceurs, on va dire, mon premier début de réponse va être identique comme tout le reste. L'auto-évaluation n'est pas obligatoire, donc la réalisation des accompagnés traceurs n'est pas obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire pareil qu'on va pouvoir adapter le fonctionnement. Par rapport à ça, on a des structures qui décident un petit peu de sortir de cet accompagné traceur tel quel, mais plutôt de faire des groupes de parole. Ça permet d'avoir déjà une première vision. Ça ne veut pas dire effectivement que tout le monde va parler de ces problématiques de santé devant l'ensemble des autres usagers, mais ça peut déjà permettre d'identifier des sujets. Pour certaines structures aussi, ça va être des questionnaires de satisfaction un peu plus précis sur certaines questions pour avoir de la globalité. Et après, pour tous ceux, donc ce qui a l'air d'être votre cas, qui veulent réaliser des auto-évaluations, effectivement, le fait que ce soit une personne que du coup l'usager connaît va être un biais forcément effectivement dans la réponse. Pour ça, là-dessus, la HAS l'indique clairement, et c'est même tout à fait possible aussi en évaluation. C'est-à-dire qu'en évaluation, l'évaluateur va aller voir l'usager et l'usager peut être accompagné, s'il le souhaite, d'une personne de l'équipe tant que cette personne n'est pas dans l'accompagnement proche du résident. Donc, par rapport à ça, le psychologue pourrait effectivement tout à fait faire les entretiens à partir du moment où il n'y a pas de suivi psychologique régulier avec la personne. Au niveau du cadre de santé, on n'est pas dans l'accompagnement proche, donc c'est aussi également quelque chose qui est tout à fait possible. Donc, par rapport à ça, voilà, c'est des choses qui sont possibles et il faut se dire de toute façon que par rapport à la réponse d'un accompagné traceur, donc d'une personne, que ce soit le cadre de santé, le psychologue ou un évaluateur, vous aurez potentiellement 3 réponses différentes. Mais si vous faites 3 fois l'entretien avec la même personne, vous aurez aussi potentiellement 3 réponses différentes. Tout dépend du jour, de l'humeur de la personne, de son envie aussi, des contraintes et des petits tracas qu'elle a eu sur la journée. Donc, par rapport à ça, au niveau des questions et surtout des réponses qui seront à apporter, c'est quand même très personne dépendante et on a souvent des surprises lors des évaluations. Très bien. Alors là, peut-être curiosité personnelle, quel impact ça a au niveau de quand on a le rôle d'évaluateur, on passe outre certaines réponses, alors, si la personne a bien compris la question et répond totalement conformément, on prend en compte sa réponse parce que c'est sa réponse à elle. Si par contre, à la personne, je la questionne sur son accompagnement à la santé et qu'elle me répond qu'elle a mangé des frites à midi et que j'ai beau reformuler, elle me répond toujours que les frites, elles étaient bonnes à midi, je vais pouvoir coter le réponse inadaptée dans le chapitre 1. Donc, en disant, malgré mes reformulations, je n'ai pas d'autre solution. Par contre, si la personne, et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent sur les projets personnalisés, la personne a dit non, projet personnalisé, je ne sais pas ce que c'est. Alors, l'évaluateur, elle va reformuler, mais malgré tout, la personne a dit non, on ne me pose pas de questions. Dans ces cas-là, on va être sur une note minimale pour la personne accompagnée. Par contre, après, on rencontre les professionnels. Et là, les professionnels, ils vont pouvoir démontrer tout le travail qui a été fait avec la personne. Et là, on pourrait être tout à fait sur des notes maximales. Très bien, merci pour cette précision.
Eh bien, écoute, il n'y a pas d'autres questions, donc je vais te laisser passer à la conclusion. Ouais. Hop, dans l'autre sens. Alors, la conclusion, hein, c'est juste effectivement le petit récap de tout ce qu'on a vu. Hein. On a vu voilà, les grandes étapes pour cette démarche qualité réussie, hein, avec le cadrage de la démarche des objectifs, le choix de la méthode d'auto-évaluation, hein, en passant effectivement par de l'analyse documentaire, mais surtout aussi de l'analyse des pratiques professionnelles sur le terrain, l'élaboration d'un plan d'action et surtout suivre ce plan d'action dans le temps. Et pour ça, chacune des étapes joue un rôle essentiel pour donner du sens à la démarche. La démarche, finalement, à qualité, elle ne doit pas, et on le sait, être trop souvent perçue comme une contrainte. Or, c'est vraiment une opportunité collective de valoriser les pratiques existantes et effectivement d'identifier aussi des axes d'amélioration concrets. Et plus vous ancrerez la démarche qualité dans vos pratiques, moins vous mettrez d'investissement et de stress les derniers mois avant l'évaluation. Merci du coup à vous tous de votre participation et de vos questions. J'espère que ce petit guide opérationnel vous permettra d'aborder votre propre démarche qualité avec un peu plus de clarté, de méthode et surtout de confiance. Merci à vous tous. Voilà. Alors, prochain webinaire. Alors, juste avant de parler du prochain webinaire, je vais rebondir parce que tu as évoqué les actions. Donc là, la prochaine évolution dans le logiciel, on va vous proposer une action prédéfinie que vous pourrez utiliser telle qu'elle. Vous retrouverez tous les éléments pour vous préparer et pour préparer toute la séquence en amont de votre évaluation. Donc, ça devrait apparaître dans les prochains jours directement au niveau du plan d'action. Donc, surveillez ça. Vous pourrez activer cette action directement dans le logiciel et vous n'aurez plus qu'à suivre et à adapter, bien évidemment, à personnaliser les éléments, mais vous aurez tout le déroulé pour préparer votre évaluation. Alors, prochain webinaire, au mois de mars, on parlera du projet d'établissement ou projet de service selon votre type de structure. Et on va là aussi vous proposer des conseils, vous faire des rappels du cadre réglementaire. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Les inscriptions seront ouvertes à partir du début mars. On le rappellera de toute façon dans nos communications. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, vous abonner à notre newsletter. Et sinon, vous avez l'information directement dans le logiciel si vous êtes utilisateur du logiciel. Voilà, merci à tous pour votre participation, pour vos questions. On vous souhaite une bonne fin de journée et on vous donne rendez-vous au mois de mars pour le prochain webinaire. À très bientôt. Merci à vous tous. Au revoir.